Un premier porte-conteneurs chinois vient de se lancer sur une nouvelle route commerciale vers l'Europe, en passant par l'Arctique et la route maritime du Nord, le long des côtes russes. Cette route peut réduire considérablement les distances entre l'Asie et l'Europe et présente un nouvel intérêt dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient, les perturbations en mer Rouge et les incertitudes autour des grandes routes maritimes traditionnelles. Mais derrière cette nouvelle route se joue également une bataille stratégique. La Russie investit massivement dans ses infrastructures arctiques et dans une flotte de brise-glace, notamment nucléaire, tandis que la Chine, elle, cherche à développer sa route de la soie polaire. Alors est-ce que l'Arctique pourrait devenir demain une nouvelle grande artère du commerce mondial? Et surtout, cette recomposition des routes maritimes peut-elle ouvrir de nouvelles opportunités pour le Maroc et ses grands ports, de Tanger Med à Nador-Ouest et Dakhla Atlantique? Et bien pour en parler, nous recevons Mustapha Al-Fakhir, directeur du cluster naval marocain. Mustapha Al-Fakhir, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Soyez le bienvenu. Alors un porte-conteneurs chinois vient de relier l'Asie à l'Europe en passant par la route maritime du Nord. Est-ce que nous assistons réellement à l'ouverture d'une nouvelle grande route commerciale internationale selon vous? Alors très bien. Cette route qu'on appelle Nord-Ouest n'est pas à son premier essai. L'année dernière, à peu près 23 navires ont déjà emprunté cette route. Et aujourd'hui, c'est une certaine régularité que nous constatons, surtout durant la période estivale où il y a la fonte des glaces. Mais au fur et à mesure que cette fonte des glaces devient régulière, surtout dans l'Arctique avec les changements climatiques, je crois que cette route arctique sera de plus en plus appelée à se pérenniser et constituer une alternative à la fameuse route Est-Ouest qui relie la Chine à l'Europe et le reste du monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette route devient particulièrement intéressante aujourd'hui? Tout d'abord parce qu'elle réduit significativement le transit time. Le transit time, c'est le temps que va faire un navire à relier l'Asie du Sud-Est, et principalement l'Europe du Nord. La route maritime Est-Ouest, qui est la route traditionnelle, fait à peu près entre 30, 35 à 40 jours. La route polaire qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, elle réduit significativement ce transit time à presque de moitié. Donc, on est à peu près 20-25 jours. C'est des économies d'échelle importantes, surtout aujourd'hui que avec l'inflation que connaît le monde, les stocks coûtent de plus en plus cher. Et donc, aujourd'hui, pour un pays comme la Chine ou l'Asie du Sud-Est en général, avoir des routes plus sûres et plus rapides, c'est un gain important et c'est un avantage compétitif certain. Alors on le sait, l'Arctique reste un environnement extrêmement difficile. Qu'est-ce qui empêche selon vous encore la route maritime du Nord de devenir une véritable alternative permanente à Suez par exemple? Parce que cette route, vous l'avez cité, c'est l'Arctique, c'est le pôle Nord. La majorité de l'année, cette route est glacifiée. Il y a la glace qui est en permanence là-bas. C'est vrai qu'avec les changements climatiques, on a tendance à voir que de plus en plus, les routes maritimes, surtout celles qui longent les côtes russes, qui sont qui est le principal pays arctique, ces routes ont tendance à devenir de plus en plus accessibles. Mais aujourd'hui, la fonte des glaces est en train de rebattre les cartes et elle devient de plus en plus opérationnelle. Comme j'ai dit, premièrement, c'est le côté sécuritaire. Dans l'Arctique, heureusement, il n'y a pas de conflit, comme les conflits sont en train de parsemer un peu la route Est-Ouest. Surtout, on avait le conflit israélo-palestinien, on avait le conflit du Yémen avec Bab el-Mandeb, on a aujourd'hui le conflit Iran-USA au niveau du détroit d'Ormuz. La question sécuritaire est devenue très pesante, mais également la question de l'allongement du transit time. Alors, pour contourner ces facteurs sécuritaires, la plupart des navires ont traversé le Cap Horn, descendent vers l'Afrique du Sud, puis remontent. Ça fait un allongement significatif de la route maritime Est-Ouest. Et aujourd'hui, l'Arctique
sur le point de vue sécurité. Il n'y a pas d'acte de guerre. Et le point de vue du délai transit time qui est réduit significativement, c'est des avantages que le commerce mondial apprécie beaucoup. Alors vous l'avez dit, derrière cette route, il y a un acteur incontournable qui est la Russie. Pourquoi selon vous, Moscou investit-elle autant dans le développement de la route maritime du Nord ? Alors, c'est la logique des corridors. Aujourd'hui, c'est vrai que le commerce international, il se développe, même en temps de crise. Alors, imaginez qu'aujourd'hui, même durant les différentes crises qui ont traversé le Moyen-Orient de 2023 aujourd'hui, le commerce international n'a cessé d'augmenter. Malgré l'inflation que connaissent les prix en volume, le commerce international grandit. Donc, aujourd'hui, la Russie elle a senti le filon, on va dire les choses comme ça. La Russie veut devenir un corridor mondial pour le commerce international. C'est vrai que d'un point de vue géographique, elle n'était pas prédestinée à l'être parce que c'était un pays enclavé, c'était plus un pays terrestre, même s'il a une longueur qui couvre 11 faisceaux horaires, mais la principale ouverture sur l'océan, c'était sur l'océan Pacifique, à l'est, qui n'offrait pas beaucoup de chances pour ces ports, puisque les ports chinois, les ports asiatiques étaient déjà là. Ils reliaient la côte ouest américaine. Mais aujourd'hui, l'Arctique, lui, c'est le principal pays qui a une ouverture sur l'Arctique. Et ça, c'est un avantage compétitif important. Et elle y investit massivement. Elle est en train de construire des brises-glaces qui vont permettre, même durant les périodes hivernales, de traverser l'Arctique. Alors justement, c'était ma prochaine question. La Russie dispose notamment d'une flotte, comme vous l'avez dit, de brise-glaces nucléaires unique au monde et continue justement d'en construire de nouveaux. Pourquoi est-ce que, selon vous, les brise-glaces sont aussi stratégiques ? Simplement pour assurer la continuité du service de ces lignes maritimes. Parce que autant durant la période estivale, il y a une fonte des glaces, donc la mer est dégagée, il n'y a pas d'iceberg qui peut gêner la navigation. Autant on va assurer la continuité des services maritimes durant la période hivernale ou autre, on a besoin de briser de la glace et fondre la glace pour créer des sillons pour que les navires puissent circuler. Alors aujourd'hui, en plus des brises-glaces, la Russie est en train de développer même ses ports, parce que jusqu'à récemment, il y avait très peu de ports qui étaient actifs au niveau de l'Arctique. Maintenant, avec le développement de ce commerce international via l'Arctique, la Russie renforce également ses ports. Donc, elle est en train d'installer définitivement le corridor polaire arctique comme une alternative viable, compétitive et sécurisée et durable pour le commerce international. Et ça, c'est quelque chose que les armateurs apprécient beaucoup. Alors au-delà du transport maritime, la Russie cherche également à exporter davantage de pétrole et de gaz par l'Arctique. Est-ce qu'on peut dire que la route maritime du Nord est autant un projet commercial qu'un instrument de puissance russe ? C'est vrai que la Russie a peut-être perdu ses gazoducs ou ses oléoducs Nord Stream et tout ça, mais elle a gagné l'Arctique, c'est vrai, et vous avez raison de le signaler. L'Arctique n'est pas seulement un corridor pour la navigation maritime, mais c'est également un lieu d'exploitation et d'extraction important pour le gaz qui recèle beaucoup de gaz et de pétrole. Et aujourd'hui, avec la fonte des glaces, elle rend de plus en plus exploitables ces ressources énergétiques. Et aujourd'hui, la Russie est dans un schéma très clair. Elle est en train de développer son triptyque, à savoir une exploitation des champs offshore qui sont exploitables, des ports performants et une navigation commerciale. Donc, tout cela fait que l'Arctique, la prochaine guerre, si j'ose le dire, ça sera une guerre vraiment sur l'Arctique. Et je crois que la Russie détient de sérieuses cartes entre ses mains pour imposer ses choix géopolitiques.
Alors on a parlé de la Russie, passons à présent à la Chine qui arrive avec sa route de la soie polaire. Est-ce que Pékin cherche simplement à réduire ses temps de transport ou bien selon vous à s'affranchir progressivement des grands points de passage maritime contrôlés ou influencés par d'autres puissances? Vous avez tout à fait raison et vous avez bien cité au début, c'était le premier porte-conteneur chinois. Donc, ce n'était pas le premier porte-conteneur, parce que d'autres porte-conteneurs, d'autres nationalités, notamment russes et européens, ont déjà pris cette route maritime polaire. Mais aujourd'hui, le fait qu'un navire chinois emprunte cette route pour la première fois est un signe fort de Pékin qui affiche ses ambitions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pékin croit de plus en plus en cette route de la soie polaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la route de la soie traditionnelle, c'était la route maritime Est-Ouest, qui a été petit à petit remplacée par une nouvelle route de la soie qui était plutôt terrestre, avec des corridors ferroviaires qui partaient de la Chine vers l'Europe, mais qui étaient limités en termes de capacité de transport. Aujourd'hui, cette nouvelle route de la soie polaire représente beaucoup plus d'atouts, puisqu'elle permet une navigation maritime avec des navires porte-conteneurs plus importants, qui ont une plus grande capacité, mais surtout qui réduisent significativement le transit time. Donc aujourd'hui, pour la Chine, disposer de plusieurs alternatives maritimes et terrestres pour son commerce international, c'est une priorité. Je crois qu'avec un allié comme la Russie, qui contrôle cette zone, ça ne peut que renforcer sa confiance dans cette nouvelle alternative logistique. Finalement, Mustapha Al-Fakhir, est-ce que derrière cette route maritime, il ne faut pas voir une nouvelle bataille géopolitique? Clairement, clairement, aujourd'hui, le commerce international, on croyait qu'avant, il allait se gagner sur le champ de la compétitivité des coûts et des prix. Ça veut dire qu'avant, la marchandise, pour pouvoir la vendre, il fallait vendre au plus bas prix. Aujourd'hui, avec toutes ces perturbations et l'inflation qu'a connue le commerce international, on a compris que c'était surtout la disponibilité de la marchandise qui était devenue un enjeu. On a vu pour l'industrie automobile, on a vu pour d'autres produits, notamment produits énergétiques. Ce n'est plus le prix qui est facteur déterminant, mais c'est plutôt la disponibilité. Et aujourd'hui, la Chine a bien compris et c'est ce qui est en train de rabattre un peu le commerce international, comme j'ai dit au début, malgré l'inflation, malgré la hausse, malgré les perturbations logistiques que connaissent les chaînes d'approvisionnement, le commerce international continue à croître et toutes les perspectives au niveau international disent qu'il va continuer à croître. Donc aujourd'hui, le commerce international a besoin d'alternatives et je crois que la Chine est en train de se positionner sur ce saison. Justement, vous qui parlez du commerce international, est-ce que l'ouverture progressive de l'Arctique pourrait modifier l'équilibre actuel du commerce mondial? L'équilibre du commerce mondial, il est déjà déséquilibré. Il est plus en faveur de l'Asie du Sud-Est, qui est devenue l'atelier du monde, que de l'Europe, que du côté de l'Europe, l'Afrique ou les Amériques. Bien sûr, on a vu que les États-Unis étaient en train de mener une politique sur les tarifs douaniers pour essayer de mettre des barrières à l'entrée à ces produits chinois, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour contrer cette hégémonie de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, la géopolitique du commerce international, il est en train de devenir de plus en plus intra-régional. Aujourd'hui, 47% des flux du commerce international sont localisés au niveau de l'Asie du Sud-Est. Donc, Pékin et les pays d'Asie du Sud-Est ont compris qu'il y a un certain protectionnisme qui est en train de se développer en Europe, aux États-Unis, et ils sont en train de développer leur marché intérieur. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Le commerce international, il va subir de grandes mutations durant les prochaines années avec des relocalisations. Et je crois que le Maroc est bien positionné pour en profiter. Alors avant de conclure, on remarque qu'il y a évidemment un paradoxe. C'est en partie la fonte de la banquise qui rend ces nouvelles routes plus accessibles. Est-ce que le changement climatique est en train de créer une nouvelle géographie du commerce mondial selon vous? Bien sûr, ce n'est plus quelque chose qu'il ne faut pas prendre en considération.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on remarque que l'Europe est en train d'établir d'une manière. D'ailleurs, on a vu les canicules aujourd'hui qui ont frappé les cours d'eau internes terrestres. Les fleuves européens ont été pour la plupart asséchés, alors que c'est des corridors importants pour la circulation des flux, des flux de marchandises au sein de l'Europe. Aujourd'hui, les changements climatiques ont un impact réel sur le commerce international, notamment dans le cadre du transport maritime. Et je crois que le transport maritime est en train de faire des efforts importants, notamment pour la décarbonation du transport maritime. Et le Maroc est en train d'offrir, à travers le hub de Tanger Med, de Nador West Med, de Dakhla Atlantique et son offre hydrogène vert, quelque chose qui va répondre aux besoins de décarbonation du transport maritime. Et je crois que tout cela va permettre que le Maroc va jouer un rôle important dans le commerce international, non pas seulement en termes de capacité, mais en termes de décarbonation du transport maritime également. Merci beaucoup, Mustapha Al Fakher, pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du cluster naval marocain et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci infiniment. Merci à vous.